Lumière. 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 Lumière sur la fusion nucléaire avec Maxime Le Sur, maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur à l'IJL à Nancy. Plus de 55% de l'énergie consommée en France est produite sur le territoire, dont 75% d'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire est obtenue grâce à la fission nucléaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre façon de produire de l'énergie nucléaire, la fusion nucléaire. Pour cela, Maxime Le Sur, maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur à l'Institut Jean Lamour, CNRS Université de Lorraine, va nous apporter ses lumières sur le sujet. Bonjour Maxime, pouvez-vous nous expliquer le plus simplement possible le principe de la fusion par confinement magnétique ? Bonjour, donc la fusion nucléaire par confinement magnétique, il faut d'abord que j'explique le principe nucléaire de la réaction qui produit l'énergie. Nucléaire, on parle de noyaux. Donc la fission qui nous donne la plupart de notre énergie électrique en France en ce moment, c'est la fission de noyaux très lourds comme des noyaux d'uranium. Donc un noyau très lourd d'uranium qui se fissure en plusieurs autres noyaux, ça peut être du krypton, du barium ou d'autres choses. La fusion, c'est aussi une réaction nucléaire, mais avec le principe inverse. On prend des noyaux très légers, comme le noyau d'hydrogène, qui est le plus léger, et on en combine plusieurs pour faire un noyau plus lourd. Donc deux noyaux d'hydrogène peuvent former un noyau plus lourd d'hélium. Et cette réaction produit de l'énergie. En fait, avec 1 gramme d'hydrogène, on produit du même ordre de grandeur d'énergie nucléaire qu'avec 1 gramme d'uranium. Et ça se compte en centaines de kilowattheures, donc une énergie considérable. Donc ça, c'est la réaction nucléaire. Et pour avoir cette réaction nucléaire de manière efficace, il faut être dans certaines conditions. On a des conditions sur la matière, sur l'hydrogène. Alors, la condition la plus importante, c'est une condition de température. Il faut que l'hydrogène soit à une température suffisamment élevée, en fait, de l'ordre de 150 millions de degrés. Dans le cœur du Soleil, l'hydrogène est à 15 millions de degrés, 10 fois moins. Et le Soleil arrive à faire des réactions de fusion. C'est ça qui permet au Soleil de produire son énergie. Mais à 15 millions de degrés, en fait, le Soleil n'est pas très efficace. On peut faire beaucoup mieux dans nos expériences sur Terre. On peut aller à 150 millions de degrés, avoir des réactions beaucoup plus efficaces. Alors, on sait que si on chauffe un solide, on obtient un liquide. On chauffe un liquide, on obtient un gaz. Qu'est-ce qui se passe si on chauffe un gaz à 150 millions de degrés ou à une très forte température? On obtient un plasma. Alors, un plasma, c'est une collection d'atomes qui ont été ionisés. C'est-à-dire que les électrons se sont libérés des ions. Donc on peut considérer un plasma comme une soupe de particules chargées électriquement. Alors, puisqu'elles sont chargées électriquement, les particules, elles peuvent être influencées par des champs électriques et des champs magnétiques. Donc l'idée maintenant de la fusion par confinement magnétique, c'est d'utiliser cette propriété du plasma et le fait qu'on est capable de produire des champs magnétiques très puissants. Donc on utilise des bobines pour produire des champs magnétiques de plusieurs Tesla qui permettent de contrôler le mouvement, la position d'un plasma. Donc technologiquement, on utilise une enceinte à vide. Dedans, on injecte d'abord un gaz, on le chauffe à 150 millions de degrés par des différents systèmes de chauffage. Ça peut être des micro-ondes. On sait faire ça, on le fait fréquemment dans plusieurs expériences à travers le monde. Et si on met le bon combustible dans la machine, du deutérium et du tritium, on observe effectivement la production d'énergie de l'ordre de plusieurs mégawatts ou plusieurs dizaines de mégawatts. Donc on commence à se rapprocher d'une fraction non négligeable par rapport à une centrale de fission nucléaire. Voilà, donc la fusion, on sait faire, c'est le principe. Ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est la fusion qui nous donne plus d'énergie que l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner la machine. Ah oui, d'accord. Et alors donc maintenant, pouvez-vous nous préciser en détail vos recherches ?
Oui, donc il s'agit de régler ce problème-là, le fait d'obtenir finalement plus d'énergie produite par les réactions nucléaires de fusion que l'énergie qu'il faut pour maintenir le champ magnétique et puis surtout pour chauffer le plasma. Donc mes recherches et les recherches de beaucoup de mes collègues dans ma communauté sont dans le but d'améliorer l'efficacité de la fusion. Alors, il y a les gains, il y a les pertes. Les gains, ce sont les réactions nucléaires. C'est la nature, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Par contre, on peut essayer de diminuer les pertes. Et les pertes dans des machines de fusion par confinement magnétique, elles sont dominées par des processus dus à la turbulence. C'est-à-dire que lorsqu'on a une très forte température à un endroit qui est le cœur de la machine, alors que le bord doit rester suffisamment froid, parce que le bord est matériel, c'est une enceinte métallique, on a cette énorme différence de température sur une petite distance engendre des mouvements chaotiques des particules, qui fait que la chaleur qu'on aimerait garder au cœur s'échappe assez rapidement vers le bord. Alors, en quoi l'état plasma dans lequel se trouve la matière, dans un réacteur à fusion par confinement magnétique, est-il un état particulier ? Vous en parliez tout à l'heure, mais plus précisément. Alors, il y a deux aspects sur lesquels ça influe sur la façon dont on fait nos recherches, notamment, et puis surtout sur la physique. Le premier aspect, c'est le fait que ce soit des particules qui réagissent aux champs électromagnétiques et d'ailleurs qui produisent elles-mêmes des champs électromagnétiques. Le mouvement des particules chargées produit des champs électriques et des champs magnétiques. Ce qui fait qu'on doit modéliser cette espèce de soupe avec des modèles particuliers qui prennent en compte les interactions dans les deux sens, des champs sur les particules, des particules sur les champs. Et une autre particularité comparée à des fluides qui sont modélisés dans d'autres champs de recherche, comme tout simplement l'air dans l'atmosphère, une autre particularité, c'est que l'on peut se retrouver très loin de l'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire que dans la plupart des gaz qu'on connaît, il y a énormément de collisions entre les particules, qui fait que si une particule, pour une raison ou une autre, se retrouve à une vitesse trop élevée par rapport à ses voisines, du fait de choc avec ses voisines, elle va se remettre dans le bain, dans un bain thermodynamique. Ça, c'est pour leur vitesse. Donc, si à un endroit dans une pièce, il y a un déficit de particules pour une raison ou pour une autre, à force de collision avec ses voisines, très vite, la densité des particules va s'homogénéiser. Et finalement, on peut décrire un gaz par quelques grandeurs comme la densité, la température, qui sont des grandeurs qu'on peut mesurer à chaque point de l'espace. Alors ça, c'est l'équilibre thermodynamique. Dans un plasma, on peut être très loin de l'équilibre thermodynamique dans le sens où ces grandeurs ne suffisent plus à caractériser la matière. Il faut passer à une autre description statistique où non seulement il faut donner des probabilités de trouver des particules à un certain endroit dans l'espace, mais aussi à une certaine vitesse. Ça s'appelle des modèles cinétiques. Voilà, donc on a besoin, donc la particularité des plasmas de fusion magnétique, c'est qu'elles nécessitent des modèles cinétiques et électromagnétiques. Alors, comment travaillez-vous ? Quels sont vos outils de travail au quotidien ou vos méthodes de travail ? Donc, dans la communauté de recherche sur la fusion magnétique, en général, on développe des modèles théoriques, on les analyse, on fait des analyses théoriques, puis on les implémente dans des modèles numériques, on fait des simulations numériques. Ça peut, souvent on a besoin de super ordinateurs, puisqu'on a besoin par exemple de faire des simulations pendant plusieurs semaines en parallèle sur des milliers de processeurs, c'est des calculs très lourds. Donc voilà, théorie analytique, simulation numérique, et puis bien sûr les expériences. Donc on a plusieurs expériences plus ou moins imposantes, ça peut être quelques centimètres, ça peut être quelques mètres de diamètre, des machines de fusion magnétique. Et voilà, il y a un cycle, il y a des allers-retours entre les différentes méthodes. Moi, je me focalise plus sur la partie théorique, donc développement des modèles et simulation numérique. Et puis particulièrement
Particulièrement, j'aime bien développer des modèles réduits, c'est-à-dire au lieu d'essayer de modéliser le maximum de physique, je préfère séparer différents ingrédients, différents phénomènes physiques en utilisant des modèles plus petits qu'on peut faire tourner sur des laptops. Donc ça permet pas de décrire le système complet ou de faire des prédictions complètes, mais ça permet d'analyser des phénomènes plus fondamentaux. Quels sont les atouts de la fusion nucléaire par rapport à la fission nucléaire ? D'abord, c'est une énergie, je ne peux pas penser plus verte parce que non seulement on n'a pas de gaz à effet de serre produit donc, comme dans la fission nucléaire qu'on utilise aujourd'hui, mais en plus la fusion nucléaire ne produit pas non plus de déchets radioactifs à longue durée de vie. Ensuite, on a une forte abondance du combustible puisqu'il s'agit d'hydrogène, alors plus précisément d'isotopes de l'hydrogène. Donc il y a une petite problématique sur la production d'un isotope de l'hydrogène qui s'appelle le tritium, mais c'est pas insurmontable et c'est un pan de la recherche qui va être en fort progrès dans les années à venir. Et puis il n'y a pas du tout de risque de ce qu'on appelle meltdown pour les centrales nucléaires actuelles, puisque au lieu dans la fission, on essaye de contrôler une réaction qui naturellement pourrait s'emballer, tandis que dans la fusion, c'est l'inverse, on essaye de maintenir les conditions très sensibles de la matière plasma pour ne pas que la réaction s'éteigne. La tendance naturelle de réaction, c'est de s'éteindre. Voilà, ça c'est les atouts. L'inconvénient majeur, c'est qu'on ne sait pas encore le faire de manière efficace. C'est très compliqué à faire. Et en fait, pour la même raison pour laquelle c'est sûr, c'est aussi compliqué. Malgré ces difficultés, on pense que le coût d'une centrale à fusion sera comparable au coût d'une centrale à fission. Alors, pourquoi la fusion nucléaire a-t-elle été annoncée depuis des décennies comme réalisable dans un futur proche, alors que cette échéance semble toujours être poussée ? C'est une question qui touche à des aspects de sciences et technologies, donc le fait que la fusion est compliquée, qu'on a besoin de machines très complexes et de mettre en collaboration de nombreux domaines de la science et des technologies. Et puis il y a un problème de communication parce que nous, chercheurs dans le domaine, ce qu'on constate, c'est d'année en année des progrès considérables. Mais ce que le public retient, c'est des annonces et des promesses pas tenues. En fait, il faudrait, et puis il nous faut à présent, être beaucoup plus clair sur les objectifs qu'on se donne et puis le fait qu'ils soient remplis ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des décennies, la question c'était est-ce qu'on peut faire de la fusion, même quelques watts, même une toute petite partie d'énergie de la fusion. Et ça, on l'a fait depuis longtemps. Après, la question c'est est-ce qu'on peut faire de la fusion à une échelle d'une centrale ? Et maintenant, on sait faire des dizaines de mégawatts. Maintenant, la question c'est oui, mais est-ce que vous pouvez produire plus que ce que vous consommez ? Pas encore, mais bientôt. Ensuite, la question ce sera oui, mais d'accord, mais c'est pas encore économiquement viable. Alors, est-ce que vous pouvez faire l'énergie, mais moins cher que toutes les autres ? Voilà, donc l'objectif est sans cesse repoussé. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Et puis, le dernier aspect, c'est un aspect de politique et de financement. On aimerait... C'est vraiment un domaine qui fait intervenir beaucoup de notions différentes et avec beaucoup de possibilités en fait. Et on aimerait avoir les financements pour tester toutes ces possibilités en parallèle ou beaucoup plus de possibilités que ce qu'on ne peut faire. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur ce sujet ? Quel a été votre parcours ? Je suis passionné de sciences depuis l'enfance, mais je ne connaissais pas du tout les métiers de la recherche. Au lycée, j'avais entendu parler d'un BTS Info, ça me paraissait très bien, donc je me dirigeais là-dessus. Et puis j'ai appris l'existence des prépas scientifiques et des écoles d'ingénieurs, ça me paraissait encore mieux, donc je suis parti là-dedans. Après, j'ai appris quelques mois avant les concours d'école d'ingénieurs l'existence de l'école polytechnique, ça me paraissait intéressant. J'ai eu la chance de réussir le concours. Et puis, au début, j'ai choisi des enseignements, des dominantes de chimie, de maths, de biologie et d'économie, ce qui m'a convaincu que je ne serais pas chercheur dans ces 4 domaines-là. Et puis, l'année suivante, des dominantes de physique. Là, c'était beaucoup plus clair pour moi. Par contre, je ne savais toujours pas
dans quel domaine de recherche j'allais appliquer mes connaissances, jusqu'à ce qu'un conférencier sur la fusion magnétique vienne nous rendre visite. Et là, j'ai été tout de suite séduit par la science, la technologie, mais en fait surtout par le caractère international du projet ITER, le plus grand projet scientifique de construction d'un réacteur expérimental de fusion magnétique. Et puis, c'est un projet qui se veut porteur de paix et ça m'a beaucoup séduit. Merci beaucoup Maxime pour toutes ces informations et on suivra de près vos recherches. Merci. Merci. C'était Lumière sur la fusion nucléaire avec Maxime Le Sur, maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur à l'IJL à Nancy.